Oui, je voulais partager avec vous une étude qui a été réalisée sur les liens entre théâtre public et théâtre privé par Jackie Marchand, qui est directeur de la Coursive à La Rochelle. C'est assez intéressant parce que c'est une étude aussi comparative avec d'autres pays étrangers. Donc effectivement, il y a le monde anglo-saxon, il y a le monde asiatique aussi qui est assez intéressant, où il y a toute une série de gros zéniths, de gros théâtres sur un territoire sur lequel il n'y a pas de programmation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programmateur en fait. C'est simplement une organisation de tournées portée par des producteurs privés qui produisent des dates, font de la billetterie, peuvent défendre des productions mécénées par tel ou tel autre, tel grand groupe industriel, etc. Je crois qu'il y a quand même une question assez cruciale, enfin, qui est véritablement politique, c'est que l'action du ministère de la Culture s'est articulée quand même autour d'un ministère de l'offre. Et que effectivement ce changement de paradigme-là est pas... il peut y avoir des glissements, mais je suis assez d'accord, il y a un moment où les choses s'inverseront. Je crois il y a vraiment une question politique, c'est-à-dire que Universal peut bien venir enregistrer à la Maison de la Culture d'Amiens, mais on peut se demander aussi si les moyens financiers d'Universal n'est pas un manque à gagner en termes de fiscalité par rapport au développement des industries culturelles qui pourraient tout à fait financer une partie de la création en France par d'autres biais. On peut s'interroger aujourd'hui avec le développement des nouvelles technologies qui ont une importance sur le plateau pour nos écritures, certes, mais qui est aussi un modèle de développement des industries culturelles. CF Stigler et d'autres personnes qui réfléchissent à cette question-là. Et je crois qu'on peut aussi, nous, se faire l'autocritique collective de ne pas avoir du tout anticipé ce changement-là, de voir que ces nouvelles technologies de la pensée étaient aussi une économie derrière ça, et on a très mal anticipé, à la fois, je pense, les pouvoirs publics, le ministère de la Culture. On voit par exemple la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire valoir le droit d'auteur quant à la diffusion de contenu artistique sur Internet. Je donne juste une anecdote au niveau musical. Le chanteur M, Mathieu Chédid, 3,7 millions de vues sur YouTube, droit d'auteur, un peu plus de 3 000 €. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, clairement, je crois qu'aussi, il faut qu'on sollicite les pouvoirs publics. Il y a une question politique, il y a peut-être une question même législative, à faire en sorte que cette réorganisation de l'économie ne se fasse pas au détriment au final d'un ministère de l'offre, donc du temps et des moyens pour faire de la création, et au final un tassement vers le bas du modèle français qui est quand même exemplaire, vertueux. Je crois qu'il faut qu'on continue à le défendre. Je crois qu'on anticipe déjà sur le débat qu'on aura cet après-midi sur les nouvelles alliances et justement la place des technologies à l'intérieur de ces mutations fondatrices. Quelqu'un d'autre voulait réagir? Non. Oui, non. Il nous reste à peu près une demi-heure. Je reviens sur une question qui a été évoquée et pas, à mon avis, abordée profondément. Vous avez dit, je crois tout à l'heure, l'embêtant parfois, c'est qu'on voit arriver des projets constitués et qui ne sont pas mis en discussion avec nous. Enfin, je résume peut-être de manière un peu caricaturale. C'est pour essayer d'aller vers cette grande question qui est, au fond, votre travail de diffuseur. Serait-il amélioré, ou allez-vous dans un idéal qui serait co-construisons aussi les projets artistiques ensemble dès leurs origines, ou est-ce que nous avons encore le rôle d'être ceux qui diffusons le projet d'artistes constitués qui ont été au bout de leur démarche et qui ont envie qu'elle soit diffusée? Waouh. Surtout, si je peux me permettre, je suis encore dans la salle, Monique. Oui, très bien. Si je peux me permettre, un des gros problèmes de la musique, c'est que la musique souffre de plateaux.
Et que franchement, il y a beaucoup, beaucoup de compositeurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être accompagnés dès le départ, alors par des studios de création comme Artzoid par exemple, d'autres en France, mais aussi par des scènes comme peuvent l'être les spectacles de danse ou de théâtre. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, la musique, enfin, je ne veux pas faire encore... Mais tu le fais très bien. Je ne sais plus ce que tu dis à ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est très difficile pour un projet musical d'avoir ne serait-ce que des résidences dans des lieux généralistes et de monter des projets, des coproductions. Nous, on a eu la chance de le faire sur certains projets avec l'aide d'Euromaric, puisqu'on travaille en association depuis plusieurs années, grâce aussi aux projets européens. On a travaillé avec Douai, notamment sur le projet 3 Revenants Valides, et avec le Phénix et avec le Manège de Mons. Mais on se rend compte que sur la centaine de compositeurs qu'on a pu accueillir en résidence chez nous, on arrive à leur apporter au niveau de la production le développement dont ils ont besoin, une commande. Mais après, il y a tout le volet diffusion et avant la diffusion, tout le volet de production qui est de comment faire en sorte que la musique soit, effectivement, je vais employer un mauvais mot, mais attractive pour un public, si elle n'a pas les moyens de se présenter, de répéter sur une salle, de travailler sur la lumière, par exemple, de travailler sur sa mise en scène, parce qu'on peut mettre en scène aussi la musique. Et enfin voilà. Je pense. J'entends bien, mais c'est une demande parallèle à ce que les équipes artistiques soient accueillies dans les lieux généralistes et soient soutenues. Oui, mais c'est aussi monter. Ça permet aussi, je veux dire, si les compagnies de musique étaient en amont, justement, dès la naissance des projets avec les lieux de diffusion, elles pourraient accompagner le public. Il pourrait y avoir des rencontres. Enfin voilà. Ma question, elle était un peu dans ce sens-là, mais plus précisément, est-ce qu'il faudrait aller vers un modèle culturel qui soit plus une co-construction artistique avec les équipes, ou est-ce que... Voilà. Oui, on ne peut pas faire sur tous les projets de cette manière, mais en tout cas, peut-être, en effet, c'est une piste de travail qui permettrait d'asseoir plus facilement... la production et s'assurer que... Moi, ce qui me désole, c'est ce qu'on a essayé de rompre avec la coopérative. Ce qui me désole, c'est on joue un programme ou on joue un spectacle ou un concert, enfin voilà, 2 fois, 3 fois. Alors en danse, c'est pareil, de toute façon, ou presque. Donc voilà. Et pas davantage. C'est-à-dire qu'on ne le partage pas avec le public. C'est-à-dire qu'on a parlé d'un projet, là, 15 000 spectateurs on attend sur les Noces de Figaro en tournée, ça commence à faire des chiffres un peu plus sympas, quoi. Mais quand on joue voilà. C'est un peu, il faut que ça soit joué. Alors c'est bien de faire de la création, vraiment, c'est rien de faire la création, je le crois vraiment, mais si c'est pour le jouer une fois, c'est toujours un peu navrant. Voilà, et ça reste surpris sur une étagère. C'est bien, voilà, et on le retrouve 100 ans après à la bibliothèque. Mais il faut que ça soit joué. Donc pour être joué, il faut que toute la chaîne soit, partage l'affaire. C'est-à-dire que le créateur, le producteur, les lieux de diffusion, et pour que le public, nous on est quand même en rapport direct avec le public, ou avec les publics. Et donc, alors il ne s'agit pas de répondre à une demande. Voilà, c'était ce qui avait un peu sous-jacemment à ma question. À une demande normée, voilà, préétablie. Enfin, on reste avant tout des lieux à mission de service public. Donc, on doit continuer à assurer cette fonction-là. Voilà. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on a des liens d'échange totalement possibles. En tout cas, il faut en effet quand même souvent un petit peu changer d'état d'esprit, en tout cas, et faire évoluer un petit peu notre état d'esprit. C'est pas facile, mais on va être obligé. Mais vous avez dit une phrase importante, on a une mission de service public, sauf que certains n'ont pas la même idée du service public. C'est ceux qui l'auront la même qui se retrouveront. Oui. Et puis voilà. Des réactions par rapport à cette incidence sur les projets, et les notions participatives, voilà, pour dire vite.
Comme l'a dit Eric, nous, on a essayé d'être à la base d'un projet. Enfin, on a essayé de répondre à une problématique qu'on avait. Bon, ça concerne encore une fois le lyrique, c'est-à-dire de se dire, on ne peut pas, ou sauf très 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 occasionnellement, accueillir des productions qui sont nées dans des maisons d'opéra. Donc du coup, on a essayé de répondre artistiquement et économiquement à cette problématique-là. Mais c'est vrai que là encore, ça dépend de l'identité de chaque lieu, quoi. C'est-à-dire que c'est bon. Nous, contrairement à ce qui s'est passé ici avec Benjamin Dupé, on n'a jamais eu à Dunkerque de compositeur en résidence, par exemple. Mais je pense que c'est lié aussi à l'histoire du lieu, au fait que ce lieu-là, à Dunkerque, le Bateau-Feu, c'est quand même construit sur le théâtre, sur la relation du public avec le répertoire du théâtre, la création théâtrale, etc. Et je dirais les autres formes artistiques se sont ajoutées dans le cadre de notre mission pluridisciplinaire. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de compagnie associée, de compagnie musicale ou de compositeurs associés au Bateau-Feu. Ça viendra peut-être. Le ministère de la Culture nous propose un certain nombre de dispositifs pour accompagner la création musicale dans nos scènes de diffusion et de création pluridisciplinaire. Pour l'instant, dans le projet tel qu'il est mené, ça n'a pas encore été fait, mais je ne veux pas dire que ça ne sera jamais fait, quoi. Oui, les résidences croisées, SACEM, DGCA sont des outils assez forts pour aider à cette implantation, évidemment. Oui. Je pense qu'il y a peut-être deux niveaux. L'un, c'est la diffusion dont vous parliez. Est-ce qu'on impose nos produits en fait sur catalogue un peu c'est un petit peu ça, non? Oui. Pour un orchestre symphonique, évidemment, comme le nôtre, on a à peu près entre 30 et 35 programmes différents chaque année. Donc c'est chaque semaine pratiquement une nouvelle production. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est justement, je parlais tout à l'heure de structures partenaires sur le territoire régional. On essaye d'avoir un dialogue avec ces partenaires en amont de la programmation. Ça ne veut pas dire qu'on va faire notre programmation complètement en fonction de ça. Mais si on parle avec le Tandem, si on part avec le Phénix, si on parle avec d'autres structures, on se rencontre suffisamment ou on se parle suffisamment en amont pour dire quel type de programmation vous intéresse par rapport à votre propre identité, de nouveau culturelle, de programmation dans votre établissement. Et on arrive à infléchir non pas le programme lui-même, mais le type de programme qu'on pourrait penser pour ces partenaires-là. Ça, oui, ça, on peut le faire. Et puis et on doit le faire. Et le deuxième niveau, c'est un autre niveau, c'est de se dire, est-ce que pour un orchestre symphonique, qu'est-ce que ça veut dire les partenariats? Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les partenariats comme vous faites sur l'opéra? Eh bien, nous, ça va être sur des co-commandes ou des doubles co-commandes avec des orchestres français ou des orchestres étrangers. D'ailleurs, c'est plus facile avec des orchestres du territoire national parce que ça permet à chacun justement de mettre en valeur sa propre création. Et ça permet, par exemple, dans le cas de double co-commande, d'avoir deux compositeurs qui vont être joués à Lille, qui vont être joués en région, qui vont être joués à Amsterdam, qui vont être joués en Allemagne, par exemple dans le cas d'une co-commande qu'on est en train de faire avec certains compositeurs en résidence. Et puis la résidence de compositeurs, l'orchestre la pratique depuis quelques années. Simplement, il faut que beaucoup d'orchestres le fassent, et beaucoup d'orchestres le font, parce qu'une résidence, c'est pas un an. Une résidence, c'est au moins 2 voire 3 saisons pour pouvoir installer justement un véritable projet, et que cette résidence soit une base pour le compositeur et pour l'orchestre, pour pouvoir créer aussi des projets transversaux comme on a pu faire et comme on est en train de le faire. Et faire comprendre les langages d'aujourd'hui. Il y a des gens qui préféreraient écouter Hafner ou... Ouais, mais je pense que dans le cas, par exemple, de Yann Robin, c'est quelque chose d'assez radical, mais qui est très basé sur le son. Et si on l'accompagne bien, si on le présente bien, eh bien, c'est efficace. On a travaillé avec Artzoid sur de nombreux projets. C'était aussi quelque chose qui parlait à ce public. Et puis il n'y a pas un public, il y a une diversité aussi de publics. Bien sûr.
Et par rapport à cela, vous avez des médiateurs, parce que je sais que dans la salle, il y a des gens qui s'occupent de pédagogie et de médiation. Le rôle, j'imagine, alors ça c'est une question générale sur l'ensemble de vos structures, vous avez besoin de médiateurs, de gens qui sont des porteurs de ce travail-là. Je pense aux Ça fait pianistes, partie pour la du musique. projet depuis le début de l'orchestre, la médiation, le fait de porter la musique partout où c'est possible de la faire écouter. Donc ça demande aussi des médiateurs. Cela dit, moi je pense qu'il faut être clair aussi, on ne peut pas se substituer ni à l'éducation nationale, ni au conservatoire, Ce que ni parfois au on réseau. demande aux artistes. Oui, voilà. Donc, et aux chefs d'orchestre qui maintenant doivent aussi être des animateurs, doivent être aussi des passeurs, etc. Bon, très bien. Ça, c'est une chose effectivement qui fait partie de l'évolution du métier à la fois de musicien, à la fois du métier de chef d'orchestre, par exemple. Mais en revanche, on vient en complément, on vient accompagner. C'est-à-dire, on a des partenariats forts avec le rectorat, des partenariats avec le pôle supérieur de musique et avec d'autres partenaires, les universités, etc. Mais on ne va pas venir faire de la... Enfin, pour moi, ce n'est pas de la pédagogie, c'est plus de la sensibilisation et de l'accompagnement, justement, de la pédagogie qui doit se faire dans les lieux de pédagogie. Réaction sur cette question de la médiation. Je trouve la salle très silencieuse. On dit où on est extrêmement complet et on a dit absolument à Benoît Tiberghien. Très bien. Ça marche pas? Ouais. 1, 2. Ah oui. Donc on parle beaucoup de public, de mission de service public. Il y a quand même dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie aussi d'ailleurs, une grande tradition, comme le disait Olivier, des pratiques amateurs. À travers les fanfares, les orphéons, le chant choral. Comment vous abordez cette relation entre les professionnels et les amateurs dans le travail que vous faites aujourd'hui à travers dans vos missions et à l'intérieur de vos établissements? Sur la musique, parce que ça se déploie après pour le théâtre, dans les champs disciplinaires, il y a aussi des amateurs. Avec les enfants, on a constitué une maîtrise qui rassemble les chorales de conservatoire qui ne travaillaient jamais ensemble, qui travaillaient ensemble. On l'a commencé parce qu'on a voulu monter Carmen. Donc il y a des chœurs d'enfants, et forcément. Et au lieu d'appeler les excellentes maîtrises près de Lille ou celles de la région parisienne, on a voulu la constituer. Et on a travaillé avec les chefs de chœur. Mathieu Romano, qui dirige AIDES, a coordonné tout ça. Et vraiment, ça a été une réussite musicale, artistique, musicale et même chorégraphique, parce qu'ils ont bougé, il y a eu un mouvement qui était formidable. Enfin, c'était une réussite totale. Et à partir de là, avait entouré bien sûr par orchestre et chanteurs internationaux, professionnels, plus le chœur d'AIDES, etc. Ça a donné l'envie vraiment après de continuer l'aventure. Donc on l'a continué avec l'orchestre de Picardie qui a fait aussi un Britten sur l'Arche de Noé. Ils sont allés en Angleterre, ils se sont vraiment associés au projet et on va continuer comme ça. Donc c'est par des projets qu'on propose. Et non, je pense à construire des projets avec eux. Et je vais faire une commande musicale pour 2018, pour une création qui aura lieu en 2018, réunissant des amateurs, des jeunes chanteurs amateurs, peut-être musiciens amateurs, je ne sais pas. Et j'imagine des spectacles justement qui vont croiser les uns et les autres de plus en plus, parce que ça répond à une envie, à condition qu'elle soit bien préparée, bien anticipée, avec des gens motivés sur la durée. Voilà. Oui.
Nous, on la travaille avec en fait une présence artistique en fait qui est très 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 prégnante. C'est-à-dire que bon, j'ai la chance d'avoir dans mes équipes des musiciens intervenants du MIST. Par contre, par exemple, l'approche qui est faite, c'est d'être sur soit des propositions, c'est-à-dire nous faisons des propositions aux enseignants, soit les enseignants nous font des propositions de thèmes, et au regard des thèmes, ce sont à la fois les du MIST, mais qui parfois et régulièrement sont accompagnés ensuite d'artistes, qui sont là dans un propos artistique, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des pédagogues, et de notre côté des artistes qui sont là dans... C'est ce premier élément. Deuxième, on vient de démarrer avec la DRAC Éducation nationale un CLEA, notre territoire, où nous allons accueillir, donc là, pendant 3 ans, CLEA. 4, c'est contrat local d'éducation artistique, sur notre territoire, où nous allons accueillir 4 artistes chaque année, pendant 4 mois. Mais c'est aussi des choses, vous voyez, au mois de janvier, on coproduit avec Culture Commune un spectacle qui s'appelle Experience Battle. C'est donc un spectacle de danse et musique hip-hop. Eh bien, on a fait des auditions samedi dernier avec donc là des musiciens, avec des danseurs professionnels et amateurs, parce que dans en fait, la compagnie nous a proposé que dans le spectacle, il puisse y avoir un mélange à la fois d'artistes de la compagnie professionnelle et puis des artistes amateurs qui sont accompagnés par la compagnie. Et par ailleurs, au mois de janvier, avant le spectacle, il va y avoir une masterclass de beatboxing, de danse, etc. Voilà. Donc c'est de cette façon que les choses sont envisagées et sont pensées. C'est-à-dire, c'est coûteux par contre. Mais c'est de cette façon-là. Et puis après, sur des formats plus classiques en musique actuelle, avec l'ouverture de nos studios, on mène d'ores et déjà tout un travail d'accompagnement administratif, et puis d'ici quelques mois, un accompagnement artistique, c'est-à-dire en effet des personnes expertes qui peuvent, si le musicien amateur le souhaite, la formation le souhaite, être sur des approches d'expertise extérieure avec des gens qui sont spécialisés. Donc voilà comment les choses sont envisagées. Elles sont en train aussi de se construire au regard de ce projet qui se construit. Voilà quelques réponses précises sur la relation aux amateurs. Oui. Peut-être juste pour ajouter un témoignage. C'est vrai que cette question-là est une question assez prégnante, parce qu'en fait, plusieurs, que ce soit des harmonies ou des chorales, commencent par s'adresser à nous en nous disant « mais pourquoi on ne fait pas partie de vos programmations ?» parce que nous aussi, on joue aussi bien que l'Orchestre national de Lille ou aussi bien que d'autres ensembles, on ne comprend pas. Donc du coup, il y a une première mission, je dirais, d'ordre pédagogique pour juste rappeler quelles sont nos missions. Effectivement, la place des pratiques amateurs peut exister dans nos maisons, mais toujours en relation avec une présence artistique et un acte de création. Donc c'est ce qu'on essaye de défendre nous, en leur disant, mais voilà, nous on ne peut pas accueillir la fanfare de Saint-Paul-sur-Mer ou l'orchestre, la chorale de l'école. Ça sera long à résoudre cette question, cette histoire-là mais nous aussi on est légitime pour jouer dans votre lieu. Et pourquoi vous nous accueillez jamais, quoi. Et souvent, et je termine là-dessus, les politiques s'en mêlent. Alors, en tout cas à Dunkerque, ça a été le cas très récemment parce qu'on a changé de municipalité et on nous a dit à partir de maintenant, les forces vives du territoire feront partie intégrante de votre programmation. Absolument. Et on a dit non. En tout cas, pas aussi, de façon aussi péremptoire que ça, quoi. Oui, alors justement, il y a un moment où la chose devient limite et qu'effectivement, le politique ne peut pas dire, voilà, votre cahier des missions et des charges a changé et vous prenez maintenant, vous devenez un espace d'accueil et de diffusion des pratiques amateurs, point barre. Voilà. De la même manière, dans l'autre sens, on peut parfois noter une réticence des professionnels à travailler avec les amateurs aussi. Hein. Il y a aussi un petit peu dans ça également. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas parler seulement des enfants là-dedans, des jeunes. Il faut parler de l'ensemble des publics. Et je pense que et je suis sensible parce que vous êtes tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, qu'il y a peu d'étudiants, des conservatoires, etc., qui viennent à nos spectacles ou à nos concerts, et ça c'est un vrai problème qu'on essaye
Voilà, bon, mais j'ai pas non plus de recettes, sauf le participatif peut-être. Et effectivement, avec les publics adultes, on travaille sur des projets participatifs, mais affichés comme tels dans la saison, c'est-à-dire encadrés par un compositeur, là en l'occurrence cette année Marqueas. Donc il va y avoir une œuvre qui va être créée avec plusieurs groupes amateurs, aussi bien qui va des enfants jusqu'aux seniors, en fait, en passant par le chant choral, le flamenco, le slam, etc., avec un compositeur qui va créer une œuvre cohérente, dont le fil conducteur sera d'ailleurs la musique électronique, qui va permettre de donner de la cohésion à tout ça. Et puis l'autre chose, pour faire participer les amateurs, ben c'est pour un orchestre symphonique, c'est les chœurs. Il y a un chœur Nord-Pas-de-Calais qui existe. Dans d'autres régions, il y a des chœurs, des grands chœurs amateurs. À Lyon, il y en a un excellent. À Reims, il y a le chœur Nicolas de Grigny, etc. Et c'est donc la manière d'associer de manière artistiquement tout à fait acceptable les amateurs de tout âge. Transrégional, là, parce que vous parlez de Reims. Transrégional, donc là on va travailler avec le chœur Nord-Pas-de-Calais et le chœur de Nicolas Grigny de Reims. Mais cela dit, c'est vraiment un dialogue très important à avoir avec eux au niveau de la qualité et au niveau du sérieux de l'encadrement de leur chanteur, parce qu'on ne peut pas faire la 9e de Beethoven avec un chœur qui ne tient pas la route, quoi. Voilà. Oui. Oui, ce qui, là par contre, caractérise bien les musiques actuelles, c'est bien ce lien entre la musique amateur et la musique et professionnelle. C'est-à-dire qu'en effet, il y a très souvent des studios, enfin, d'ailleurs il y en a très peu dans le Nord-Pas-de-Calais, mais en principe, il y a souvent des studios, il y a un travail d'accompagnement, de formation, etc. Et c'est vrai qu'en soi, à condition qu'il y ait quand même un minimum de qualité artistique requise, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller mettre un artiste qui n'a absolument pas le niveau devant un artiste professionnel, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tous les cas, là je dis pour nous, mais enfin, en tous les cas, dans ce secteur-là, ça ne pose pas de soucis particuliers. Je dirais même au contraire, ça fait même partie du cahier des charges de ce fameux label scène de musique actuelle, que d'accueillir en effet des artistes devant des artistes professionnels. Et en soi, c'est quelque chose qui fonctionne bien, à condition évidemment d'être vigilant sur la qualité, la capacité qu'a l'artiste d'être présenté sur une scène, un plateau, des lumières, etc. Donc c'est juste ça, mais grosso modo ça fonctionne quand même plutôt bien. Alors c'est vrai que quand on fait des projets pluridisciplinaires, enfin théâtre et autres, c'est plus compliqué parce que les temps d'installation sont beaucoup plus longs, il y a beaucoup de décors, etc. Donc là c'est pareil, c'est-à-dire que la musique permet, on peut modifier, enfin le backline peut le déplacer facilement en une demi-heure, quoi. Quand vous avez des plateaux qui sont pris par des installations vidéo, etc., avec des implantations lumière extrêmement précises, c'est vrai que là c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Enfin, juste aussi une expérience, c'est qu'à Compiègne, il y a une université de technologie, UTC, c'est une grande école d'ingénieurs, et depuis des décennies, ils font tous les 2 ans une comédie musicale, où ils font tout. Musique, texte, chant, danse, tout ce que vous voulez. Et puis, vraiment à 100 personnes sur scène. Enfin, Oui, la fête de fin d'année importante. Voilà. Et chaque fois que je l'ai vu, je me disais, mais en 3e, on arrive à faire mieux parfois. Les ateliers de fin d'année 3e, c'est beaucoup mieux. Donc, je leur ai insisté, on va vous accompagner, ce que tu disais, on va vous accompagner, on a des... Voilà, on a quand même des gens de talent et qui ont envie de le faire, et en musique, en composition, en mise en scène. Enfin, c'est notre job, on les connaît. Voilà. Il y avait cette résistance très très forte. C'est notre projet. On y bosse depuis 2 ans et on veut aller jusqu'au bout et on veut le présenter. Et chaque fois, ça fait artistiquement un flop, ça fait plaisir aux mamans et aux parents et aux grands-parents. Mais voilà, le problème c'est aussi il faut travailler avec les politiques pour essayer qui nous aident. Moi, je veux dire que si les politiques, parfois, c'est pas facile, en tout cas, les services, faut quand même nommer aussi ceux qui nous aident, notamment les directions de la culture à la région, où on
aux collectivités ou à l'État, la DRAC, etc. C'est des acteurs qu'il faut aussi parfois saluer, notamment je le vois là, en région Picardie, l'équipe de direction et de la direction de la culture est très efficace, malgré la lenteur de certains politiques. Mais, et qui veulent, bien sûr, eh bien, on va dire oui à tout le monde. Voilà, on va dire oui à tout le monde. Et puis le projet artistique, c'est pas très grave, du moment que les parents sont contents. Voilà. Alors cette année, on a imposé, sinon je ne donnais pas la salle, à ce que justement on travaille avec des artistes professionnels de haut niveau. Ils ont accepté, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, ils arrivent en bout de chaîne, donc du coup un peu tard. J'espère que ça va donner quelque chose. Mais en tout cas, ça va créer quelque chose qui sera après repris. Et voilà. Mais le problème, c'est tout de même cette dimension. Il faut servir tout le monde. Tous les projets sont bons pour les politiques. Même si on est moi, je suis une association, loi 1901, avec un conseil d'administration indépendant. Mais enfin, voilà, c'est quand même les lieux de la ville, enfin dans la ville. Donc ça, c'est de plus en plus difficile. Il y a cette pression qui va s'accélérer, je le crains. Comment passer ça? Voilà, ça c'est une grande question, et puisque vous avez bien signifié aussi, autisme est un terme exagéré, mais enfin que les pratiques amateurs parfois sont assez étanches à cette possibilité de pouvoir évoluer en elles-mêmes et d'être en relation avec les professionnels, parce que c'est vrai que culturellement, il y a un fossé terrible, ils ont l'impression, oui, c'est les autres, et, voilà. Et ça c'est très, très fort, et hélas, difficilement dur à vaincre. On est presque au bout de notre débat, c'est vrai que la salle a peu parlé. Si vous avez encore une ou deux questions, les choses sont possibles. Sinon, on rompra cette belle assemblée. Oui, Benoît. Oui, j'ai une question qui continue un peu dans ce sens-là. On parle beaucoup en ce moment des droits culturels. C'est un peu le nouveau paradigme qui circule. Bon, c'est Jean-Michel Lucas qui en a beaucoup, qui l'a beaucoup théorisé ou conceptualisé. Et qui pose la question de la diversité culturelle dans ce pays. Et le Nord-Pas-de-Calais est une région d'immigration, est une région avec beaucoup de communautés culturelles différentes. Quelle est votre réflexion aujourd'hui, vous qui êtes à la responsabilité d'établissement et avec ces missions de service public dont vous parliez, comment vous aborder cette question de la diversité culturelle et quels sont les moyens ou les réflexions que vous avez pour faire en sorte que cette diversité culturelle et notamment toutes les populations aujourd'hui qui sont issues de l'immigration avec leurs propres identités culturelles, comment vous abordez ça dans le travail au quotidien et est-ce que ce sont des publics potentiels ou des populations qui peuvent être intégrées dans des projets participatifs et quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à ça? Oui. Aucune difficulté. Aucune difficulté. Demain, on a Blacko, donc c'est du rap. On aura HK dans 15 jours, on aura Hit Mengelet au mois de mars, on a eu Sot Massi, on a eu Dir, etc., etc. Ça doit absolument faire partie de nos réflexions. C'est-à-dire qu'en effet, quand on définit, quand on travaille sur un projet artistique culturel, on en parlait tout à l'heure, c'est la définition de ce territoire, de comment est fait ce territoire, de comment il est composé et comment on y répond. Et de fait, nous, sur notre territoire, nous avons quand même beaucoup de gens issus d'immigration, évidemment, les mines qui ont contribué. On s'est même posé la question de savoir si on n'allait pas faire des bals polonais, vous voyez, parce que c'est quelque chose, on ne l'a pas encore fait, mais c'est quelque chose, vous voyez, parce qu'il y a certainement des gens qui seraient heureux. Bon, après, la question, c'est jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait. Bon. Mais je veux dire que, voilà, la question, par exemple, on aura un plateau de danse dans quelques mois. Ce plateau, je souhaite avant tout le dédier aux cultures urbaines et aux danses hip-hop. Parce qu'il y a la danse, il y a la musique, etc. C'est la première chose. Et puis le deuxième, c'est que
c'est très peu valorisé dans le bassin minier, enfin dans le secteur où je me situe. En effet, quand on arrive le dernier, on étudie aussi quelles sont les propositions artistiques qui sont faites par nos collègues pour être en complémentaire aussi et qu'il y ait une cohérence au niveau d'un territoire. Donc voilà, prise en considération dans le projet, ça c'est indéniable, on aura Youssoufa au mois de mars, etc. Dans la mise en œuvre aussi des projets, qu'ils soient participatifs ou qu'ils soient juste liés à de la diffusion. Voilà, tout simplement. Merci de cette tranquillité par rapport à cette question. Non, mais c'est bien, c'est important que ce soit intégré de manière constitutive à votre travail. D'autres réactions ? Moi, nous, on essaye de faire attention à justement à pas répondre à cette question de la diversité, là aussi en apportant des réponses. Excusez-moi, je ne sais pas trop comment dire les choses, mais je dirais par communauté, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas communautariser notre culture. Voilà. C'est ça, mais oui, non, mais c'est parce que on s'adresse aussi à nous en disant, mais voilà, qu'est-ce que on peut pas avoir de la musique rail ou de la musique italienne pour la communauté italienne ou de la musique espagnole pour la communauté espagnole. Bon, alors on faisait il y a quelques années un temps fort qui s'appelait Horizon d'Europe où chaque année on prenait un pays comme ça. Et juste une petite anecdote. À un moment, une année, on a choisi la Turquie justement pour réfléchir sur cette question de Turquie dans l'Europe ou pas dans l'Europe. Et il se trouve qu'à Dunkerque, dans le Dunkerquois, il y a une petite communauté turque qui est venue s'installer pour construire la centrale de Gravelines, centrale nucléaire de Gravelines. Et en fait, les familles turques sont restées ici, puis se sont installées, et voilà. Mais sont restées très, 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 très soudées au sein de cette petite communauté. Et alors, évidemment, quand ils ont compris qu'on allait faire un temps fort de 15 jours sur la Turquie, ils nous ont aidés au sens le plus généreux et le plus large du terme. C'est-à-dire, ils nous ont proposé de participer à l'organisation, d'accueillir les artistes, de faire à manger dans le hall, etc., etc., etc. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Tout le monde était content. Et ils nous ont dit, bon, l'année prochaine, on recommence. Ben nous, on a dit non, on va choisir un autre pays, c'est normal, et on les a plus jamais revus. Donc, du coup, voilà, c'est tout ça pour dire, quand je vous entendais parler de bal polonais, nous, on est justement, on ne veut pas faire ça, quoi. On veut essayer que cette question-là se règle dans le cas de la programmation, je dirais, normale, quoi, sans que ça soit péjoratif, évidemment, mais peut-être en invitant aussi des artistes qui sont susceptibles de fédérer un public très large et très, très ouvert, quoi. C'est vrai qu'avec un certain nombre de chorégraphes, c'est très facile de le faire, et surtout des chorégraphes qui travaillent dans la région. Je pense à Brahim Bouchelaghem ou même à Farid Berki à un moment. Voilà. Mais voilà, c'était juste pour dire. C'est une question très importante. Là, ça arrive au bout, mais c'est vrai que est-ce qu'un programme culturel doit être effectivement intégré le multi-origine, multi-ethnisme, mais au fond suivre sa propre ligne et faire que les entrées soient possibles à l'intérieur de ça, ou est-ce qu'on construit son programme en fonction, j'allais dire, ça renvoie au débat sociétal d'aujourd'hui, on le sait très bien, ça renvoie à tous les débats qui a lieu sur l'école républicaine, sur la laïcité, voilà, donc on le sait très bien. Donc tout ça est... Voilà. C'est dommage qu'à 13h, on aborde cette question. On peut aussi aborder le sujet au niveau de l'esthétique et pas forcément au niveau des communautés. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le rail ou d'autres musiques doivent avoir leur place, comme la chanson, le hip-hop, la folk ou les musiques contemporaines. Peut-être que bon, c'est pas pour interrompre la conversation, mais peut-être que cet après-midi, puisqu'on va parler de prospective, on va parler de comment les acteurs imaginent des nouvelles manières, cette question du contenu et du sens, vous serez peut-être plus là, mais pourra être mise en perspective avec la notion de diversité et de comment ces diversités s'expriment à travers cette nouvelle modalité. Si je ne brime personne, peut-être que je vais vous rendre votre liberté pour le temps du déjeuner en espérant vous retrouver tout à l'heure. Merci à tous.